Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 6 décembre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour si vous nous rejoignez à l'instant, instant dans lequel il est temps d'ouvrir une nouvelle rubrique, une nouvelle émission dans le live de TV Finance, c'est l'interview digitale. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné sur le plateau par Richard Strul. Bonjour Richard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Richard Strul. Richard, vous êtes président fondateur de Resoneo, expert en moteur de recherche et également, vous avez développé un grand savoir-faire, une grande culture autour de l'intelligence artificielle. Et c'est pour cette raison, c'est autour de l'intelligence artificielle qu'on va discuter aujourd'hui. Richard, 30 novembre 2022, c'est le lancement, c'est la mise dans les mains du grand public de ChatGPT. Est-ce que cette date fera date dans l'histoire de l'humanité, je dirais même de l'humanité et de la technologie, puisqu'elle pourrait être synonyme éventuellement de première brique du déclin intellectuel de l'humanité, selon vous? Bon, alors ça y est, on démarre, on a la trouille. Ouais, Concrètement, je ne sais pas si c'est le démarrage du déclin de l'humanité, mais c'est une vraie rupture de paradigme. Et c'est une vraie rupture de paradigme essentiellement parce que c'est la première fois qu'on mettait une IA dans les mains du grand public. Jusque-là, il faut savoir que l'idée de l'IA, elle date du XIIIe siècle. C'est un monsieur qui s'appelait Raymond Lull, qui ressemblait un peu au Guillaume des Baskerville du nom de la Rose, qui a imaginé un Ars Magna, une machine qui aurait résolu tous les problèmes mathématiques. Et Leibniz, au XVIIe siècle, il s'est penché là-dessus aussi. Il a dit on devrait pouvoir faire la même chose. Et puis il ne se passe plus rien jusqu'au fameux Alan Turing, celui qui a décodé la machine Enigma. Et il ne se passe plus rien jusque dans les années 50. Et après, on apprend à la machine à apprendre. Mais tout ça s'est passé dans le secret des labos. Et avec en plus des grandes périodes d'éclipse où, quand les armées ont décidé de ne plus investir d'argent. Ouais, c'est ça, parce que c'est normalement l'armée qui est. D'accord. Et puis là, d'un seul coup, on met dans les mains de tout le monde, et pas seulement dans les labos, dans les mains du grand public, un outil qui fait de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est une vraie rupture. Et je pense que là-dessus, il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, les impacts de ces IA dites génératives, puisque ça veut dire Generative Pre-trained, l'impact de ces IA génératives, c'est qu'elles sont capables de faire énormément de choses, mais elles deviennent maintenant tellement puissantes qu'il y a un effet black box, on n'est pas sûr de ce qu'il y a dedans. Donc les effets qui ont été identifiés, les risques qui ont été très bien identifiés jusqu'à présent, c'est d'une part, il y a un risque sociétal, il y a des métiers qui vont disparaître, c'est une certitude. Disparaître ou vont devoir se réinventer? C'est plus la peine d'apprendre à être radiologue, parce qu'une intelligence artificielle qui a vu 10 millions de radios d'un numérus cassé, elle est forcément plus performante qu'un humain qui, dans toute sa carrière, en verra 30 000 pour diagnostiquer ça. Donc il y a des métiers comme ça qui vont vraiment disparaître, et puis il y a des métiers qui vont devoir se réadapter. Voilà. Et ça, lesquels, par exemple, c'est le deuxième sujet. À peu près tous les métiers vont devoir se réadapter, et même nos gosses surtout, vont devoir se réadapter pour apprendre à travailler avec l'IA. Parce qu'en fait, ils apprennent très vite. Hein. Ils apprennent très vite, oui, c'est ça, on est en train de s'en rendre compte, mais surtout pourquoi? Parce que l'IA générative dont vous parlez, donc ChatGPT, c'est une IA générative. En fait, aujourd'hui, la grande difficulté, j'ai l'impression, c'est quand on a accès aux résultats de la recherche d'une IA générative, on ne sait pas si c'est l'IA qui est source de la restitution, ou si c'est un humain. Du coup, par la force des choses, il va falloir apprendre à décoder les résultats et à se fier aux sources, en fait. Alors, ça va au-delà de ça. Cet effet black box. Hier, j'étais sur une journée chez Google sur l'IA, et il y a un type très intéressant qui est venu expliquer qu'ils avaient collé en vase clos, et d'ailleurs une initiative du même type sur Twitch, des non-playing caractères, des espèces de personnages comme ça, à qui on a donné des caractéristiques, une histoire, etc. Puis on lui a dit débrouille-toi. Développe-toi, débrouille-toi. Le truc, c'est qu'on ne sait pas comment il évolue, on ne sait pas comment il raisonne. Alors, on a une bonne idée de la façon dont fonctionne l'intelligence artificielle globalement, mais par structure, par définition, on n'est pas capable d'anticiper le cran d'après. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Le thème de cette intervention, de votre interview, en fait, en réalité, c'est la boîte de Pandore. On ouvre la boîte de Pandore, en fait, en réalité, avec cette technologie. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Un peu. Alors, il ne faut pas être catastrophiste non plus. Ça pourrait. Même si Elon Musk dit que c'est la plus grande menace pour l'humanité, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que lui qui l'a dit. Stephen Hawking. Mais Elon Musk, c'est un malin. C'est-à-dire qu'au mois de mars de cette année, il a dit à tout le monde, les gars, il faut faire une pause, il faut faire attention, parce que sinon, on ne sait pas où on va. Et puis, lui, il a monté une boîte concurrente d'OpenAI pour faire la même chose. Et il faut se souvenir qu'il est un des fondateurs d'OpenAI. OpenAI dont on reviendra sur le mélodrame qu'a secoué la sphère technique, techno, financière, etc., boursière. Voilà. Juste peut-être pour expliquer très vite comment ça va, si vous considérez que ces fameux réseaux de neurones, admettons que ce soit des choses qui soient destinées à tester des plats, voilà, et des vous plats envoyez gastronomiques. Des plats gastronomiques, et vous dites à chaque neurone, dis si c'est suffisamment salé. On n'aura qu'un seul élément. Alors la façon dont on a développé tout ça, c'est qu'on s'est dit au fur et à mesure, on n'a qu'à mettre plusieurs couches de neurones. La première couche,
bouche, elle verra si c'est assez salé, la deuxième assez poivré, etc., etc., etc. Et le machine learning, c'est venu quand on s'est dit, à chaque fois, si le neurone prévient celui d'avant, tu m'as envoyé un plat qui n'était pas génial, les réseaux vont apprendre comme ça. Et ce qui a vraiment changé la donne, et c'est ce qu'on appelle le deep learning, c'est le fait de dire à chaque étape, on redonne, je ne vous donne pas le terme scientifique parce qu'on s'en fout, on redonne à l'entrée un truc qui dit, c'était pas mal là ce que tu m'as envoyé. Et en fait, un GPT, c'est un truc d'effet d'apprentissage, en fait. Un apprentissage comme ça, et après, il est supervisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'autre bout, il y a Thierry Marx qui s'est échappé de son émission et qui dit, le plat là, à 95%, c'est ce dont j'avais envie. Et qui renvoie ça. Donc c'est ce qu'on fait pour un GPT, on commence par l'entraîner avec beaucoup d'images de données, chiens, en par fait. exemple. Ouais, c'est ça. En fait, il faut un maximum de données. C'est pour ça que ça a été mis dans les mains du grand public, pour qu'il y ait un maximum d'utilisateurs et d'expérience, de retour d'expérience. C'était la seule solution pour pouvoir accélérer l'entraîner vite et avoir une masse de données très vite. Et après, vous mettez un humain pour superviser le tout. La vraie question, c'est jusque-là, on supervisait le résultat. La notion d'intelligence artificielle généralisée, elle passe par un truc qu'on appelle la supervision du process. En tout cas, à date, c'est notamment l'une des origines du drama chez OpenAI, qui est une façon différente de voir les choses et qui permettrait d'avoir un peu plus de contrôle sur la façon dont ça fonctionne. Mais sinon, aujourd'hui, on sait que chaque neurone a choisi la quantité de sel, de poivre, etc. Mais finalement, on n'a plus d'idée de comment fonctionne la machine. Et il y a un des patrons du service client des jeux vidéo, chez un gros producteur de jeux vidéo, qui avait dit déjà il y a 3-4 ans, je sais ce que fait mon AI, mais je ne sais plus du tout comment elle le fait. Dans les jeux vidéo modernes aujourd'hui, vous n'avez plus un niveau débutant, confirmé, etc. Vous avez une AI qui évalue votre difficulté à jouer et qui vous donne un truc adapté à vous pour que vous vous ennuyiez pas, que ce soit pas trop facile et que ce soit pas trop dur. Cet AI, il n'a plus la moindre idée de la façon dont ça fonctionne. A priori, quand on parle de jeux vidéo, de plats au restaurant, c'est pas dangereux, en fait. C'est ça, en réalité. On va revenir très rapidement sur donc le soap opéra, le mélodrame qui a agité donc la sphère techno, la sphère boursière, financière, on l'a vu, chez OpenAI, puisque le président a été démis de ses fonctions, en même temps que son conseil d'administration, puis finalement, on l'a rappelé quelques jours après, quelles sont les raisons sous-jacentes à cette éviction et à ce retour ensuite au sein des équipes? Pour la faire très courte, et puis avec les éléments qu'on a, mais il y a eu beaucoup de Comment vous l'avez compris. Sam Altman, il a été débarqué parce que le conseil de surveillance avait reçu une lettre qui disait qu'il faisait des trucs qui n'étaient pas tellement marqués dans le manuel et qui ne correspondaient pas aux considérations de sécurité, d'éthique, de non-risque pour l'humanité qui étaient dans la mission d'OpenAI au départ. Le conseil de surveillance a considéré qu'effectivement c'était un danger, il lourde Sam Altman et Microsoft, qui a quand même investi 11 milliards dans OpenAI, il faut s'en souvenir, dit c'est pas grave, viens à la maison, tu le feras chez nous, avec d'ailleurs son coadjuteur, son associé. Les salariés, 90% des salariés d'OpenAI envoie une lettre en disant nous, s'il s'en va, on s'en va aussi. Alors Microsoft dit c'est pas grave, venez à la maison, on fera tout cela. Une boîte comme ça, si vous enlevez 90% des salariés et le fondateur, l'inspirationnel de ce truc-là, elle n'a plus aucune valeur. Donc il y a l'ex-patron de Twitch qui a été nommé, c'est très drôle d'ailleurs, la CTO a été nommée CEO pendant 7 heures, et puis ils ont pris l'ex-patron de Twitch qui a été nommé CEO, il a écrit un tweet très drôle, il a dit j'étais CEO pendant 55 heures, 33 minutes. Il a été nommé, il a fait une enquête pour voir si tout ça était vrai, et à l'issue de l'enquête, ils n'ont pas eu beaucoup le choix, ils ont réintégré Sam Altman, et ils ont changé le conseil de surveillance. La réalité de ça, c'est que il y a un projet, et qui n'est pas un projet récent, c'est un projet qui date, je crois, de 2020, et d'ailleurs, Ilya Sutskever, qui est le type qui a viré Sam Altman, qui était son numéro 2, Ilya Sutskever était à la tête de ce projet-là. En réalité, il y a un projet qui s'appelle Q-Star, qui est censé être une intelligence généralisée, qui est capable de résoudre des problèmes mathématiques, donc de se rapprocher des raisonnements humains, donc de devenir a priori dangereuse pour l'avenir de l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que si elle décide... Alors, on a préparé cette émission hier, et vous m'avez donné, alors même si c'est grossir le trait, ça pourrait être dangereux pour l'humanité, parce que si cette IA se rend compte que l'espèce qui détruit la planète est l'homme, elle pourrait décider de l'éliminer. Qui a été souvent battu en brèche, mais quand on regarde ce qui se passe à la COP28 aujourd'hui, avec le patron de la COP28 qui dit que le pétrole c'est pas si grave... C'est le 5e
président, enfin c'est le président de la 5e plus grosse compagnie pétrolière. Moi je serais une AGI, je me dirais que ce type-là, si je le sors du jeu. Bah non, mais c'est les décideurs, c'est ceux qui ont décidé d'organiser cette conférence et de le mettre à la tête. Bien sûr. Donc il y a cet aspect-là, et puis il va y avoir une discrimination technologique qui va forcément se faire. Regardez ce qui s'est passé avec Internet en moins de 30 ans. Dans les campagnes, un vieux de 80 ans qui doit remplir sa feuille d'impôt, mais qui ne peut plus le faire que par Internet, mais il n'a pas Internet et il n'a pas d'ordinateur. Oui, mais ça, c'est le basculement technologique. C'est parce que c'est une révolution technologique, en fait. Oui, sauf qu'elle a pris 30 ans. Alors, l'électricité, ça avait pris plus. Là, Internet, ça a pris 30 ans. Là, l'intelligence artificielle, ça ne prendra pas 30 ans. Ce sera évidemment. Et si vous lisez La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT de Laurent Alexandre, alors même si le type est très provocateur, il est tout ce qu'on veut, mais il est brillant. Et il dit, si vous ne vous intéressez pas à l'AI aujourd'hui, dans 6 mois, c'est pas la peine, perdez pas votre temps. Vous serez exclu de la société. On comprend entre les lignes dans ce scandale OpenAI que la société n'a peut-être pas répondu à son rôle d'autorégulation, comme le précise et le demande la Charte des Nations Unies. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut supposer, quand vous dites également que la révolution technologique de l'IA générative généralisée va prendre quelques années, en gros globalement, est-ce que ça pourrait pas être contré, ça pourrait pas prendre plus de temps si les pouvoirs publics s'intéressent à la réglementation, et auquel cas prendre plus de temps avant qu'elle soit réellement mise à disposition de tout le monde, afin de bien l'encadrer et de faire en sorte qu'elle ne soit pas J'aurais tendance à faire 2 réponses à ça. La première, vous avez dû entendre qu'hier la Commission européenne annonçait qu'il y aurait pour la première fois des législations là-dessus. Il y avait une législation non contraignante il y a déjà quelques temps qui a été dictée par l'Angleterre et 12 autres pays. La France aussi, la stratégie nationale pour l'IA, etc. Il y a des tas de trucs comme ça qui sortent. Ce qu'avait dit Joël Toledano il y a 2 ou 3 ans dans un bouquin qu'elle a écrit à propos de la régulation des grandes plateformes, elle disait le problème qu'on a, c'est que quand vous envoyez un contingent de technologues de la Commission européenne vérifier l'algorithme d'un Google ou d'un... le temps qu'il ait fini de vérifier l'algorithme, c'est tellement compliqué et ça évolue très vite que l'algorithme il est rendu à la version 12 et donc ça sert à rien. Concrètement, le temps technologique, et ça va être vrai même pour le développement des boîtes autour de ça, le temps technologique de l'AI, il est beaucoup plus court. Extrêmement rapide. C'est plus la peine d'imaginer de faire des spécifications pendant 6 mois pour un logiciel. Il est trop rapide pour l'esprit humain, pour l'intelligence humaine, par la force des choses. Alors, pas forcément pour l'intelligence humaine, mais les process avec lesquels on travaille aujourd'hui dans la technologie sont beaucoup trop longs par rapport à ce qu'on peut obtenir avec l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut concevoir peut-être, c'est que nous, je vais peut-être illustrer ça par la différence entre Deep Blue qui a battu Kasparov aux échecs et le Go. Aux échecs, la bécane, elle allait juste très très vite parce qu'elle avait une grosse puissance. Elle investiguait tout. Au Go, c'était plus possible d'investiguer tout parce qu'il y avait trop de données. Ce que fait la bécane, c'est qu'elle écarte quand même les coups qui ne sont pas utiles. Et ça, c'était une énorme progression. Aujourd'hui, on se situe dans une zone où, quand vous donnez à un GPT un truc à évaluer, il va faire pas mal d'erreurs, il hallucine, comme on dit couramment. Sauf que, pour une très grosse masse de données, même en hallucinant, il pourra balayer beaucoup plus de choses qu'un être humain. Je comprends. Donc en fait, il fonctionne, il raisonne par probabilité en fait, par Absolument, probabilité c'est entièrement probabilistique. Ok, très clair. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter? C'est passé extrêmement vite, mais on est tenu par le temps. C'est passionnant, c'est super intéressant. Faut y aller maintenant. Ça va révolutionner beaucoup de choses dans l'industrie des contenus. Nous, sur les moteurs de recherche, on travaille pas mal sur les contenus. Ça va aller tellement vite. Là, ce matin, ils ont annoncé que les Hollywood se remettaient en branle. En marche. Ils s'étaient mis en grève à cause de l'intelligence artificielle. En français, les doubleurs ont voulu faire la même chose. On n'a pas fini de voir ce genre de choses. Ça va bouger beaucoup, ça va secouer beaucoup. Mais pas que sur le marché du travail, du coup, à force des choses. C'est tout. Pas du tout. Tout le processus, tout le système en fait qui va être. Laurent Alexandre disait que même nos enfants, il va falloir que sociétalement, on se pose la question de savoir s'ils seront adaptés ou pas à ce genre de choses. Notre cerveau, avant, il fallait qu'on acquiert de la connaissance. Puis de la Mirandole, il voulait toute la connaissance du monde. Avec Internet, on s'est dit qu'il suffisait de savoir où on allait chercher l'information. Et là, avec les intelligences artificielles, on n'a même plus besoin de ça, on a juste besoin de savoir comment poser la question. Et même ça, c'est le fameux prompt qui sert à poser la question. Dans 6 mois, c'est obsolète. Il y a déjà des trucs qui sont en train de sortir, qui sont ce qu'on appelle des agents, qui sont basés sur cette GPT et qui en fait vont chercher pour vous de l'information en enchaînant
des suites mots-clés, en d'actions. fait, Et alors, devinez quoi? Normalement, c'est du pas à pas et c'est bien verrouillé. Mais forcément, tout de suite, il y a des petits malins qui ont fait sauter les verrous. Ça peut amener l'intelligence artificielle à faire des trucs que vous n'avez pas voulu. Et que d'autres décideront. Absolument. Très clair, c'est à moitié rassurant tout ça pour le coup. Et surtout à l'heure, alors bon, ça n'a rien à voir, mais le rapport PISA est sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus, vous savez, qui dit que le niveau des élèves, notamment en France, en maths, est dans les choux, du coup, je pense qu'on est besoin de doubler. Je pense on va tous gagner du temps. Eh ben, écoutez, le temps, on n'en a plus, du coup, par la force des choses, si j'ai bien compris. Merci beaucoup, monsieur Strull, d'avoir été avec nous ce matin. Richard Strull, vous êtes président fondateur de Raisoneo et expert des moteurs de recherche, puisque c'est, je dirais, un des métiers de Raisoneo. Et également, vous avez un avis qu'il est très intéressant d'entendre autour de l'intelligence artificielle. Et je vous remercie de m'avoir accueilli. Je vous en prie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une toute dernière pause et on se retrouve dans un instant pour notre point bourse. A tout de suite sur Téléfinance.